Salut ces mecs, aujourd'hui je suis avec Soria que j'ai rencontrée au travail et on va faire une petite interview sur la vie de cette femme qui est super intéressante et qui pourra en inspirer plus d'une. Donc Soria, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Soria, je suis donc une maman de 3 enfants, j'ai 61 ans, je suis en retraite progressive. Voilà, j'ai une formation d'infirmière qui a été chamboulée par ma vie de femme, avec des expériences plus ou moins heureuses, en tout cas un parcours avec 3 papas, dont un dernier papa plutôt toxique, voilà, avec une chute un peu vertigineuse au moment de départ de ce monsieur qui m'a laissé choix avec une double vie, mais surtout avec qui j'ai vécu des choses très toxiques, dont je ne me suis pas rendu compte, bien sûr, mais qui m'a un petit peu désolidarisé de ma famille. J'ai eu beaucoup de mal à remonter l'enfance, mais ça m'a aidé quand même à m'orienter ensuite vers un métier qui n'était plus sanitaire et qui me permet aujourd'hui d'aider les femmes qui sont dans la difficulté autre. Mais en tout cas, ça m'a donné une sororité particulière parce que justement, je prends cette ouverture de l'expérience. Le savoir expérientiel, c'est vachement plus important que le savoir qu'on apprend dans les bouquins. Même si effectivement, ça peut servir aussi les bouquins. C'est vrai, voilà. Moi je sais que dans une des vidéos sur les violences conjugales, c'est ce que je disais aussi, on en entend beaucoup parler, on peut lire, mais l'expérimenter, en tout cas, que ce soit à un niveau d'une relation toxique ou avec des profils bien particuliers, puisque bon, on va en revenir sur le profil de cette personne, en tout cas, toi qui es dans ce milieu-là, tu peux en plus un peu plus nous dire sur les groupes de personnalité B, considérés comme un narcissiste et un spectre bien plus cruel ou sadique des fois. Donc voilà, aujourd'hui, ces vidéos, c'est aussi le but d'informer et de partager des expériences. Parce que quand même vous allez avoir des lectures là-dessus ou des posts ou des vidéos sur YouTube, ce ne sera jamais aussi précis que des exemples de vie. Donc moi, j'en ai déjà parlé sur certaines vidéos en fil. Je pense que je referai le même concept d'interview avec Ophélie pour en reparler. Mais en tout cas, c'est aussi pour partager à quel niveau ce genre de relation peut vous impacter et peut impacter différents domaines de vos vies. Donc aussi parler de résilience et de charge mentale, puisque toi, tu avais les enfants dedans, et ça, je pense que c'est de mettre au mot en fait dans ces relations-là, c'est de sauver aussi la relation de coparentalité qui parfois être bien compliquée. Donc du coup, quel a été le début de cette histoire? Alors bien sûr, un début magnifique. Comme d'habitude. On sait que dans les strates de la perversion du pervers narcissique, puisque ça a été quand même diagnostiqué par un psychologue, c'est pas donc moi toi, qui il a été diagnostiqué pervers. Oui, lors d'entretien de couple où le psychologue qui est supervisé généralement lui-même par un superviseur a prouvé qu'il fallait arrêter justement ce travail de couple parce qu'il y avait une jouissance du toxique et du pervers toxique dans ce genre d'entretien, etc. Donc je ne parle pas pour dire du mal parce que c'est quelqu'un qui a fait sa vie ailleurs et sans moi. D'ailleurs aujourd'hui j'ai envie de dire je l'en remercie parce que ça m'a quand même sauvé la vie. Mais le début c'est toujours le même début, c'est-à-dire c'est toujours un début formidable, incroyable, avec des choses que personne d'autre n'a fait pour vous. C'est toujours des premières entrevues incroyables, des rendez-vous inoubliables, où vous êtes mis au centre des choses, sur un piédestal, et tout d'un coup vous êtes emporté. Voilà. On s'emporte, on se laisse emporter, on est sublimé, et ce qu'on vit est assez incroyable. Moi je me rappelle de la première fois où il m'a emmené dans sa ville natale, il m'a emmené sur une montagne, il m'a posé des écouteurs sur les oreilles, on avait la même musique et il avait amené du champagne. C'était un truc de fou. Et je me suis dit, ce mec est super, en plus c'est un érudit, en plus il pense à tout, et puis c'est incroyable, enfin c'est le rêve. Et je crois que c'est un peu toujours la même gymnastique, etc., même si après il y a des différences dans les toxiques. Voilà, c'est ce qu'ils appellent la phase en général de love bombing. Donc c'est là où les personnalités toxiques vont refléter en fait tes qualités, bien sûr, un contenant assez vide finalement qu'on rencontre, et vont hier j'ai regardé une vidéo sur le professeur Sam qui parlait de l'empathie au niveau des prédateurs. Et en fait il expliquait comment l'empathie est venue à l'ère de la prédation.
Et en fait, ces gens-là adaptent leur empathie avec une empathie froide Complètement. et arrivent à justement rentrer ou s'immiscer et projeter en fait finalement la personne que toi t'aimerais avoir selon tes qualités et compétences émotionnelles. C'est exactement ça. En fait, il y a une notion de faille. Moi, ma faille, c'était, j'étais à ce moment-là ce qu'on appelle une recommençante dans la foi catholique. Donc, je vivais un truc très fort et en fait, il s'est empaillé dans cet endroit-là parce que c'était l'endroit où ça me touchait, où j'avais besoin d'être nourrie. Et il me nourrissait alors qu'en fait, il y avait un espèce de vide intense à l'intérieur de lui. Et moi, je ne savais pas déjà que j'étais l'objet de cette personne. Mais moi, d'un autre côté, j'avais un rapport de complaisance à ça. Au début, on a un petit rapport de complaisance parce qu'on ne voit pas l'étendue de l'idée de la personne. On pense vivre quelque chose d'intense avec quelqu'un qui vous comprend, voilà, quelqu'un qui comprend que vous êtes dans un chemin recommençant, quelqu'un qui valide un peu ça. C'est très particulier la foi en plus, donc on rentre dans des discussions vachement fortes, assez profondes sur ce qu'on vit dans sa foi, etc. Donc c'est important pour moi et en fait il s'est quand même beaucoup jeté là-dedans. Et même si j'ai vu des petites choses au début, des petits détails, des petites choses minuscules, mon cerveau les a complètement obturé ce que je pouvais entrevoir et que ensuite, à la fin de cette histoire, j'ai commencé à me remémorer, à me dire non mais là, les petits détails qui reviennent en flash. Tu te dis mais là tu aurais dû dire quelque chose, là tu aurais dû penser quelque chose, là tu aurais dû voir. Mais souvent, je trouve que dans ces relations, quand ensuite elles se compliquent, quand on se rend compte que on a été un peu isolé, à la fin, on a du mal aussi à parler de ça parce qu'on a extrêmement honte de cette fait avoir. Alors moi, ce qui m'a réparé beaucoup dans cette honte, il y a eu une émission sur Arte avec des personnes qui avaient été aussi avec ce genre de personnes et qui sortaient de formations d'érudits, de gens qui avaient fait Sciences Po, etc. et qui étaient restés pareil 8 ans, 10 ans, qui avaient été trompés, menacés, tapés, voilà, en fonction de chacun, hein, parce que moi j'ai jamais été tapée, donc voilà. Mais après, c'est pas la pire forme de violence. C'est pas la pire forme de violence, exactement. Après, ce que tu expliquais là, ce qui est intéressant, et moi je sais que je l'ai vécu justement dans cette relation, au moment où il y a eu la première agression, et que je lui ai dit, mais là c'est pas de l'amour, et on en revient à cette notion de trauma bonding en anglais, qui est un lien traumatique en fait qui se fait. Pourquoi? Parce que aussi ces personnes-là sont très fortes à t'envoyer énormément de sérotonine, et c'est très chimique comme cocktail, d'où la dépendance aussi, à un même niveau qu'une drogue, je pense, par ce bombardement d'amour, ce love bombing, et souvent après ils commencent à rentrer dans une phase de dévaluation. Ou alors vous n'êtes plus l'objet, comme tu disais. Après, généralement chez les narcissiques, c'est sympa. Soit t'es la mère, soit t'es le trophée. En tout cas, c'est à un niveau narcissique, c'est ça. Après, les psychopathes, c'est beaucoup plus sur le gain, sur le côté antisocial des choses qui font qu'ils vont avoir un besoin d'argent, de sexe. Et narcissique, c'est beaucoup d'image. Donc, est-ce que, par exemple, cette personne-là, au début, il était très centré sur son image ou c'était quelqu'un qui... Alors, c'était jouait plus la victime, tu vois, c'était quel genre de narcissique? Alors non, c'était plutôt quelqu'un qui faisait croire qu'il avait une grande assise narcissique, mais qu'en fait, il ne l'avait pas. Et il nous trimballait, je dis nous parce que la personne avant moi, j'ai beaucoup discuté avec elle, et il disait, c'est mon ambassadeur. C'est lui qui avait fait des hautes études, c'était son ambassadeur, c'était son faire-valoir, comme quoi être un gars qui est en capacité d'être avec une fille qui est doctorante, etc. Moi, je sais que la raison pour laquelle j'ai été appelée dans cette relation pour lui, en tout cas, quel objet j'étais l'objet de la femme qui était en capacité de vivre toute seule, d'avoir un métier et d'avoir 2 enfants. Alors ça, c'est un point que j'aimerais juste redire. Souvent, on nous dit les personnes qui se font avoir par ce genre de personnalité, c'est des gens qui sont faibles. Et c'est un point sur lequel j'aimerais revenir parce qu'on en revient à cette idée de prédation, et c'est ce que moi, la psychologue m'a dit au centre de psychotrauma. Pourquoi ce genre de personne est rechassée? Une proie à moitié faible. Donc je tiens à le redire, si vous êtes dans ces relations ou que vous avez ce genre de parcours, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est justement parce que vous êtes beaucoup plus faible. Et généralement, ils vont jamais s'attaquer à des femmes qui sont dépendantes ou quoi que ce soit. Des femmes très indépendantes avec des profils bien spécifiques aussi. Exactement. Voilà,
C'est vrai, c'est l'idée d'être revalorisé par quelque chose. C'est-à-dire comme c'est comme un apparat. Chaque femme est un apparat et la carte de visite, c'est ben, j'ai la capacité d'avoir obtenu cette femme. Voilà, cette femme magnifique qui a tel diplôme, ou cette femme qui est en capacité d'élever seule ses enfants, de mener à la fois sa vie de femme, sa vie de famille, etc. Il y a toujours quelque chose. C'est toujours, il y a toujours quelque chose d'objectal dans cette relation qu'on ne voit pas parce qu'elle est bordée d'un tas de décorum, de nœuds papillons. Oui, puis la vue est progressive aussi. Complètement. La vue est progressive. Et la vue, elle est d'autant plus progressive qu'entre-temps, eh ben, on a été quand même pas mal isolés. Moi, j'étais isolée de ma famille pendant 8 ans. J'avais des amis qui me disaient, t'es en train de t'éteindre. Ça se voit physiquement. Voilà, c'était plutôt dans une idée d'être un peu un soleil dans un groupe, dans le groupe dans lequel je bossais. Et en fait, je m'étiolais. Je m'étiolais, mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que je m'étiolais. J'attendais que la personne, en fait, je l'attendais pour vivre. Ouais, puis après, moi, je sais que j'ai eu ce sentiment quand j'ai commencé à prendre conscience, après des faits assez graves, de me dire, Meg, là, mais d'un côté, de ne pas avoir la possibilité de réagir, parce que bien sûr, quand on a notion, il est déjà tard, on est soit financièrement aussi, voilà, il y a beaucoup d'hommes, hein, bien sûr. Dans ces contextes-là, qui commencent surtout par une violence beaucoup plus émotionnelle, ensuite psychologique, mais surtout financière. Enfin, toi, tu disais, tu es indépendante, mais il y en a beaucoup qui se retrouvent coincés parce que ils ont accès au compte, ils ne veulent pas travailler, ou à effet inverse. Donc, est-ce que ça, toi, au début de la relation, tu l'avais vu un petit peu son rapport à l'argent? Est-ce qu'il y avait, par exemple, des formes d'addiction? Parce que moi, je me souviens, c'était accro au jeu d'argent, accro au poker, il m'a volé ma carte bleue, mes trucs, tu vois. Oui. Est-ce que toi, il y a eu quelques petits red flags, comme tu disais, où tu te dis, oh putain, là, dans quoi je m'embarque? Oui. D'ailleurs, c'est ça qui m'a aussi fait penser quelque chose qui allait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un rapport à l'argent qui est un peu difficile. J'ai un peu peur des banquiers, j'ai toujours vécu seule, donc on compte, on machine, on n'est pas à la pauvreté, mais on fait attention. Donc là, sur le coup, j'avais trouvé quelqu'un qui s'occupait des comptes, voilà, et qui s'occupait des comptes, mais qui travaillait quasiment pas. Sous couvert d'avoir été partie de Lyon et d'être ici, de plus être dans la ville mère du travail qu'il faisait, sur le coup, il travaillait pas. Il travaillait dans la maison, donc je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait, en tout cas. Et puis, il avait des marottes. Bon, la marotte, c'était l'achat des compulsions, à un point où, par exemple, il faisait réceptionner les colis qu'il recevait chez le voisin. Ce qui fait que je n'en voyais pas une partie. Mais je voyais bien qu'il y avait de l'addiction, une espèce de toc, une espèce de réassurance dans la compulsion. Par exemple, s'il achetait un jeu vidéo, il va l'acheter, il cherchait une promotion x10. Et quand il faisait les courses, s'il y avait une promotion dentifrice, il en prenait 30. Il y avait quelque chose un peu de d'amassé, du collectionneur. D'accord. Okay. Voilà. Donc, tu aurais dû déjà un peu me dire, il y a quelque chose qui est un peu anormal là-dedans. C'est surtout qu'en plus, au début de la relation, en général, ils te disent une bonne excuse. Moi, il me dit, je suis en intérim, puis les semaines passées, les mois passés, tu l'aides à trouver du taf, tu l'aides à faire quoi que ce soit. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, mais c'est un choix. C'est un choix aussi. Moi, je sais que, par exemple, il demandait beaucoup d'argent aux gens autour. Par exemple, sa mère subvenait à ça. Et il y avait un côté très toxique après dans cette famille-là, donc j'imagine que lui a dû avoir mais voilà, c'est vrai que l'argent, le rapport à l'argent avec ces gens-là est assez spécial parce que c'est des gens qui projettent une image qu'ils ont envie d'avoir ou d'un train de vie, mais qui ne font rien pour l'avoir en fait. C'est ça. Et toi, tu t'en es rendu compte à quel moment vous avez habité ensemble, par exemple? Alors, ça a été très rapide la relation? Ça a été très très rapide, c'est-à-dire il est descendu, il est venu habiter ici et il présentait un peu son trouble au travail comme étant descendu par amour pour quelqu'un et d'avoir quitté un boulot incroyable où c'était juste un remplacement, un congé maternité. Donc il y a eu quelques petites missions qu'il a fait ici et puis au fur et à mesure, ça a été une des premières choses. Je ne me réalise pas parce que tu m'as fait descendre pour que tes enfants soient pas séparés de leur père et moi sur le coup j'ai du mal à travailler, je vivote, etc., etc. Donc après, Donc après, c'était, je suis pas descendue par amour, c'était l'inverse, c'est-à-dire tu m'as fait descendre, et
c'est à cause de toi si je trouve pas de travail. Donc, en fait, ça a commencé un peu comme ça. Ça retourne à ça. La vrille a commencé à se faire. Et ce qui est très difficile auprès de ces personnes-là, c'est que quand on discute pour essayer d'établir des choses, de remettre des réalités, eh ben, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous êtes face à quelqu'un qui dit des choses comme si c'était un mur, et à la fin, vous vous dites, mais c'est vrai, je suis une enquiquineuse, en fait. En fait, tout est une espèce d'amalgame de choses, et en fait, on ne peut rien attraper, on ne peut pas tirer de film. C'est une espèce de truc où à la fin, on est très culpabilisé de dire à l'autre, mais peut-être que tu pourrais trouver quelque chose d'autre, faire un travail alimentaire, ou bien voilà quelque chose qui nous permettrait de tous nous aider. Ben, là, non, sur le coup, c'était un espèce de magma, et moi, je me perdais à la fin, je disais, mais en fait, c'est une chieuse, en fait, le pauvre, il a du mal à être là, il n'arrive pas à se réaliser parce qu'il n'est pas dans une ville où il y a des réalisations, et voilà. Après, c'est la grande technique de ces manipulations, parce que moi, je sais que c'est ce que j'ai appris grâce, en tout cas, à mon expérience avec le sociopathe, c'est que finalement, on a peu idée que la manipulation va se passer par la culpabilité et ces choses-là. Donc, comme tu disais, les grands principes au début de relation, c'est qu'ils doivent absolument te sécuriser, t'isoler, et après te faire entrer dans ce cercle de culpabilité. Et comme tu dis, tu en arrives à un moment où tu te dis, mais ouais, ça se trouve, c'est moi qui en demande trop, ça se trouve, je suis trop exigeante. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, finalement, toi, tes standards, tu les as baissés pour te mettre à leur... Ah ben, complètement. Et c'est pas sur le coup que tu t'en rends compte, parce que comme on disait, tu es dans l'euphorie de la relation, tu te dis, c'est comme une personne très empathique, ou voilà, comme tu disais, solaire comme toi, on va essayer de réparer. Bien sûr, eux, la principale vision qu'ils ont, c'est déjà le chaos. En fait, ces gens-là vivent dans l'ambiance chaotique qu'ils créent et le drame autour de toi. Et c'est comme ça qu'ils sont. Bien sûr. Et puis surtout, s'il n'y a pas ça, ils vivent rien. En fait, ils ne sont remplis de rien. L'empathie n'existe pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'ils se nourrissent que de la problématique qu'ils créent et de la jouissance à créer une problématique, qu'on puisse discuter d'eux, qu'ils puissent étaler leur science, etc. Et c'est des vrais murs. C'est des vrais murs. Et je crois que ces personnes-là, je sais pas, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont. Alors, la psychologue qui me suivait, elle me disait, s'il se rend compte de ce qu'il est, il va s'effondrer. Alors, c'est ce qu'on appelle un effondrement narcissique. Et le déni est une des facettes voilà, du narcissisme. Après, on en revient à cette notion de narcissique. On a les narcissiques ouverts, on a les narcissiques couverts, qui vont plus jouer les victimes. Ouverts, ça se voit assez facilement. Parce que... Et on a aussi des profils qui sont beaucoup plus machiavéliques, et donc qui vont avoir beaucoup plus de plaisir à exploiter les autres. Mais je pense que c'est là la grande différence, et là je sors un petit peu la science que j'ai réunie, entre les narcissiques et la frontière sociopathe-psychopathe, où là, le but va être différent, puisque ça va être pour un jeune, pas une satisfaction physique, mais on va avoir le côté très antisocial qui va être beaucoup plus marqué, c'est-à-dire le non-respect des droits, le non-respect humain aussi, parce que comme tu disais, le tien, c'est plein de choses. Donc c'est aussi ne pas respecter déjà l'hygiène spirituelle et physique de ta compagne. Mais du coup, j'ai une question qui me vient là parce que tu penses, comment ça s'est passé au niveau des grossesses? Parce qu'en général, les narcissiques, c'est exactement à ce moment-là qu'ils commencent à dévaluer leur compagne. Alors, c'était particulier parce que d'abord, c'est le père de mon dernier enfant. J'avais 43 ans, donc j'avais cette pression quand j'ai rencontré, j'avais cette pression que si je devenais pas à nouveau mère, il serait jamais père, il vivrait avec quelqu'un qui, donc, je savais qu'il y avait une pression là-dessus. Donc la pression a été très simple, hein. Elle a été faite sur un Word, un écrit. Alors il y avait mon ovulation, il y avait des trucs, tout était pris en main. En fait, il y avait rien de très loving là-dessus. C'était pas naturel, quoi. Ça n'a pas été. Il fallait, voilà. Alors ça a été naturel parce que c'était le bébé naturel, mais c'était son cheval de bataille. C'était être père. Donc à ce moment-là, non, j'étais plutôt là. Sur le coup, je contenais le trésor ultime. Donc là, ça a été plutôt, j'étais plutôt reine. Au niveau de l'abus, par exemple, c'est pas à ce moment-là que ça a pu commencer aussi au niveau beaucoup plus émotionnel. Parce que, comme on disait, les gens n'acceptent pas et on parle des collapses narcissiques. C'est aussi à ce moment-là, puisqu'il va y avoir une forme des fois de jalousie, une forme de perte de contrôle aussi, parce qu'on
à partir du moment où on devient mère aussi, on a le cœur qui s'expand et on va être Bien sûr. attentive à son enfant, à son conjoint. Bien Enfin, sûr. je pense que c'est légitime aussi. Donc, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, qu'au moment des grossesses, c'est là où ils trompent, c'est là où... Alors, je dirais que je ne l'ai pas vu, si c'était au moment de la grossesse, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après, quand vient l'enfant et que voilà, on est aussi plus fatigué, on a une charge, voilà, et puis on a une charge mentale d'un nouveau-né qui est propre à la mère, enfin voilà, plus le travail qui reprend, plus les hormones, plus un tas de choses. Et lui n'avait pas repris le travail, du coup, il votait, quoi. Il travaillait, il avait de temps en temps un contrat de traduction, mais on ne peut pas dire que, en fait, il vivait sur mon salaire. Hein. Voilà, il était miroité, voilà, il était dépendant de moi. Il avait monté sa boîte, mais bon, il était toujours en train de tirer des sous à droite à gauche. Mais ça, je m'en suis rendu compte après, de demander de l'argent à sa famille aussi. Ah bah je m'en suis rendu compte après. C'était vraiment le truc que je voyais pas. J'étais aveugle et ça me convenait bien parce que tout ce qui est de l'ordre de l'argent me stressait. Mais ce que j'ai vu après, c'est tout de suite le reproche de ne pas être la femme amoureuse, demandeuse, du début de relation, etc. Sauf que, effectivement, j'étais moins dans ça. J'étais plus aussi dans la mère, les choses comme ça. Donc, ça a commencé comme ça, assez avec beaucoup de demandes, et l'impossibilité de concevoir le refus d'une relation. Alors que déjà, il était plus présent, c'est-à-dire qu'il sortait de son bureau, c'était 20h au moment du repas, et tout d'un coup, le soir, il fallait qu'il se passe des merveilles. Voilà. Donc, en fait, il était déjà en retrait à partir du moment où il y a eu cet enfant, donc il s'est occupé quand même. Mais il y a eu quelque chose qui s'est fait à ce moment-là. Et en fait, moi, je n'ai pas... j'ai senti qu'il fallait peut-être que je parte, mais avoir un enfant, c'est très compliqué. Moi, j'avais déjà vécu ça 2 fois. Faire vivre ça à mon enfant, c'était pas possible. Enfin, c'était pas mûr dans ma tête. Et puis surtout, ça a été de la culpabilité immédiate. Voilà, c'était tout le temps, tu es jamais dispo pour moi. Tu as des besoins, tu as des devoirs. Alors voilà, c'est ça que je voulais en fait aborder avec la grossesse. C'est aussi ce côté où, quand je dis possessif et qu'ils ont besoin d'énormément d'attention, quelqu'un de normal ne va pas sortir ça, qui vient d'avoir un enfant qui reprend sa vie aussi. Donc ces personnes-là sont quand même dans une forme de compétition avec les gens autour d'eux. Ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Après, on en revient à ça. Tu me dis, j'ai voulu partir, mais est-ce que tu sais combien de fois une femme essaye de partir je pense que ça se compte au-delà des bouts des doigts, non? En général, c'est au bout de la 7e. Ouais, c'est ça. Qui arrive, on va dire. D'or. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, en plus, tes émotions devaient être un peu plus élevées. Bien sûr. Donc, ça a été encore plus difficile. Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu t'es pas dit mettre des limites ou commencer à en parler? Alors non, je crois que... Alors en plus, j'étais très isolée, parce que juste après, on s'est marié peu de temps après. Et peu de temps après, il y a eu une rupture avec ma famille, donc j'étais quand même très très isolée. Donc j'avais quand même une ou deux amies avec qui je discutais et qui me disaient attends, attention, fais gaffe. Mais moi j'étais encore... alors, il y avait la charge aussi d'avoir été la femme de 2 autres hommes, d'avoir raté, entre guillemets, ces mariages-là, et de se dire, je vais encore foirer celui-là, c'est pas possible. Il y a quand même cette charge de se dire, merde, mais moi j'y arrive pas, comment elles font les autres, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi? On se questionne beaucoup sur soi, on se dit pas tout de suite. Et après, c'est avec des petits détails que je me suis dit, mais quand même, le chat est d'accord avec moi, que je me suis dit, il y a des choses qui vont pas dans les demandes. Comment un homme qui vous aime peut sacrifier ce que vous êtes pour ses besoins personnels, parce que c'est écrit dans le... Ah ouais, voilà, il a joué sur ça. Ah oui, mais ça m'a été servi à mon sauce. Et là, je me suis dit, bon, il y a quand même un problème, voilà. Donc là, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à checker un peu. Et là, je pense que c'est exactement à ce moment où tu as ce moment de déclic, où comme tu dis, enfin moi, je me revois cette dispute après que la police soit venue la première fois, être dans la salle de bain. Et dire, ça, c'est pas de l'amour, ça. Et tu me regardes, je me dis, mais si, tu vois, c'est comme ça que toi et moi, on s'aime.
et me sentir tellement désemparée parce que j'avais conscience que je m'étais perdue moi. D'avoir cette conscience, de se dire, porte à l'intérieur, plus personne et comment je vais m'en sortir. Parce que comme tu dis, après, au plus que ça avance, au plus que tu te dis, mais l'extérieur a une bonne image de notre couple, de tout ça. Complètement. Et le problème, c'est que si tu vas leur dire, bon, et la preuve, hein, on l'a vu dans la suite, ou en tout cas dans mon histoire, la psychopathe, droguée et manipulatrice, l'image extérieure et ce que tu vis sous ton toit, et encore que si tu n'as pas quelques failles d'expérience passée, de ces ex, tu ne peux pas vraiment être au courant de ta personne. Et toi, c'est vraiment quel détail, c'est ça, c'est après la grossesse que tu te dis déclic, là, il faut que je commence à vérifier. Mais est-ce que par exemple, des fois, parce que moi je vois le mien, sachant qu'il ne travaillait pas, il était tout le temps à la maison. Donc, je pense que oui, il a dû me tromper ces choses-là quand j'étais au travail. Moi, par exemple, maintenant, avec le recul, je me dis oui. Mais je me dis, à quel moment tu as pu faire tout ça? Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, mais c'est grand. Et avec quels moyens aussi? Ouais, les moyens, c'est très facile, hein, c'est l'argent de l'autre, généralement. Oui. Donc, voilà. Moi, j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui ne va pas quand même, beaucoup, il va beaucoup à droite à gauche, il monte à Paris, une émission télévisée dans laquelle il n'est pas sélectionné, etc. Mais pas de retour quand il revient, il raconte pas les séances. Et je me suis dit, bon, il y a eu des trucs, puis un jour, je vois sur son profil, sur son profil Instagram, je vois que dans ses abonnés, je vois qu'il y a beaucoup de filles. Ça, c'est la perte de tous, les gars. Hein? Votre liste de suivi, c'est comme ça qu'on vous grille à chaque fois. Oui, donc beaucoup de filles de Paris, plutôt de belles femmes, des escorts. Je lui dis. Alors, juste petite question, parce que je vois, est-ce qu'il t'a affiché sur les réseaux? Après, je peux dire. Vous aviez une relation bien construite, parce que vous étiez mariés. Est-ce qu'il t'affichait sur les réseaux? Oui. Okay. Oui. Donc en plus, ouais, il y avait le culot derrière. Oui, bien sûr. D'avoir la parfaite image. Oui, ah ben oui. Moi, beaucoup, les gens, quand je leur ai expliqué un peu pourquoi on s'est séparés et ce qui s'était passé, les gens me disaient, oui, là, de ton compagnon. Ça a été ça aussi. Si je te connaissais pas assez, je ne croirais pas. Donc c'est toujours un peu l'idée que les gens ont aussi de la personne qui est super. Lui, dans son sac, il avait l'aspirine dont tu avais besoin, mais il pouvait aussi avoir le Tampax dont ta copine avait besoin. Il avait la trousse à couture de l'autre. Il était toujours formidable. Et puis, il y avait des choses qui m'ont fait dire quand même quelque chose de fou chez lui, vraiment de l'ordre de la folie. C'était par exemple, une fois quand on parlait au téléphone, il parlait avec un type et il disait oui Thierry, puis bon, on discutait, au revoir Thierry, et je lui dis mais pourquoi? Il dit son prénom, il dit ben j'ai appris, ça donne de l'importance à l'autre, ça lui fait penser qu'il est important pour moi. Et là je me suis dit bon, là il vient un truc, tout, c'est-à-dire que tout est, rien n'est vrai, tout est pensé, etc. Donc ça a été une deuxième chose. Après, on fait ce que savent faire les filles, c'est-à-dire que on pose la question, il y a un truc qui va pas, non, t'as rencontré quelqu'un, non, voilà, toujours le courage de, enfin, le courage, voilà, le courage de ces gens-là. Donc, j'ai fouillé. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait 3 ans de mes deniers, hein, je pense, pour des crédits, je ne sais pas trop, et puis surtout qu'il y avait une relation avec une jeune femme. Et cette personne, c'est une double vie, voilà. Ah oui, là, c'est quand même le gros, là, c'est pas la petite là, on se dit, il y a quelque chose qui va pas, et voilà, il y a quelque chose qui va pas, et là, remords, quoi, j'imagine. Pas de remords. Oui, parce que là, sur le coup, la thérapie, le couple. Alors ça, c'est aussi une grande astuce, hein, parce que moi, je sais qu'après l'agression, là où moi je me suis fait très vite réalpaguer, je lui ai dit écoute, comment c'est terminé? Alors moi, il a hurlé, il a eu il a pris rendez-vous avec le psychologue. Et c'est là où tu te dis, oui, ces gens-là, en fait, pourquoi ils ne veulent pas perdre, comme tu me disais, c'est pas parce que c'est simplement une idée de contrôle et d'image. Ah ben, c'est que ça, c'est que ça.
C'est vraiment que ça, et ça n'a rien donné. Enfin, si, moi, ça m'a forcément ouvert les yeux sur le fait que j'étais malade. Et le jour. Ouais, mais sur le coup, on le vit pas comme ça. Moi, je vois quand je me suis retrouvée en garde à vue parce que à cause de ce mec, t'as quand même un moment de sidération. Oui, Alors que ce qui t'arrive, tu effaces, quoi. ah ben, moi, j'ai pas travaillé pendant 6 mois, j'étais en dépression, j'ai eu un suivi psychiatrique, enfin, Ouais, voilà. j'ai été Enfin, le moment clé de ça où tu t'en rends compte, c'est quand même assez brutal aussi. oui, bah, c'est complètement brutal. Enfin, on n'y croit pas, on se dit tout d'un coup. Mais... Et puis comment tu as réussi à t'en défaire à partir de ce moment-là? Comment ça s'est passé la confrontation aussi? Parce que, alors, ce qu'on parle pas souvent, mais pas assez, euh, les narcissiques ont des moyens de défense vis-à-vis de leur structure, comme tu disais, interne, qui sont soit la rage, soit ils vont jouer à la victime, ils vont pleurer, soit ils vont rentrer dans le full mood psycho, séquestre chez toi, ou voilà. Mais lui, ça a été quoi sa réaction au moment où tu avais les preuves? Parce qu'en général, ah ouais, parce qu'en général, t'as beau même leur prouver et leur montrer A plus B, il arrive à te dire. Lui, ça a été très, très facile. Il n'a pas été trop dans le déni, quoi. Ah ben non, c'était difficile qu'il le soit, mais l'idée, c'était de me dire, écoute, si j'en suis arrivée là, c'est à cause de toi. Ouais, bien sûr. Et la personne avec qui j'ai une relation stable depuis 6 mois, elle me sauve la vie parce qu'elle me fait arrêter les épreuves. Et grâce à elle, je renais. Donc là, voilà, là, là, il n'y a rien à dire. De toute façon, l'embrasement était tel que, quoi que je dise, il y avait toujours. En fait, ces gens-là, ils ne savent pas parler avec leur cœur. Ils n'ont pas cette capacité. Voilà, ils sont vides. Donc, en fait, c'est toujours des tableaux Excel. Alors, oui, alors, je te rappelle qu'en 6 mois, on a eu des relations sexuelles. Donc, je me donne le droit d'aller voir des personnes ou de. Voilà. Donc, voilà, mais en même temps, quand vous avez cette espèce de dégoût qui s'installe, franchement, il y a un moment où l'autre, quand il se présente près de vous et que vous avez l'impression qu'il a des gants mappas et que c'est insupportable et qu'il puisse s'approcher, vous êtes presque contente. Mais il y a toujours ce volet où vous avez honte d'avoir été trompée pendant 3 ans avec les efforts. J'ai une couronne, un magnifique de bois, de haut bois. Vous avez cette honte qui est importante. Et puis surtout, vous ne savez plus comment faire. En fait. Vous ne savez plus comment faire avec ça parce que ce qui vous est dit, enfin, moi ce qui m'a été dit, c'était tout vient de toi en fait. Oui, donc en plus ton cerveau il se formate aussi à force d'entendre c'est de ta faute, c'est de ta faute. Au bout d'un moment, limite on accepte. Ah oui, complètement. Ok, c'est peut-être de ma faute. Mais là, c'était au bout de combien de temps de mariage? Eh ben, c'était au bout de 8 ans à peu près. 8 ans de mariage. Et c'est la culpabilisation qui a fait que j'ai validé quelque chose de l'ordre d'une thérapie de couple. Parce que dans ma tête, c'est très simple. Quelqu'un qui me trompait de cette façon, c'est next. De mensonges comme ça, c'est pas possible. Et ce qui est encore de plus difficile, c'est que cet homme-là, il a inculqué à mes autres enfants la droiture, la vérité, la fidélité. Ça, c'est un truc que j'aimerais revenir parce que selon le profil narcissique, hein, moi je vois, c'est pour ça que je sais que voilà, mon ex qui m'a agressé, ce n'était pas de cette catégorie, c'était vraiment total, puisqu'il ne dit pas sa propre fille. Mais la personne dernièrement, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle les narcissiques beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire qu'ils vont prôner des valeurs qui n'ont absolument pas, hein, donc on repasse sur ton esprit de loyauté, encore plus d'entrepreneuriat. Mais c'est des gens qui vont inculquer en fait des idées qu'ils n'ont pas. Tu vois, la personne que je te parle en question, il est capable de te mettre des stories sur Dieu et tout ça, et encore la dernière fois de me menacer après m'avoir harcelé en disant tu vas voir Dieu. Après. Tu vois, et en fait, tu en arrives à ce constat, comme tu dis, déjà d'une, t'es dégoûté de la personne, mais te dire, mais abasourdi limite par leurs conneries. Parce que tu te dis, mais comment en fait quelqu'un comme toi qui ne te croit même pas en toi-même, t'es capable de croire. Et en fait, c'est là où tu as la réponse. Le mensonge pathologique. Et à force de se mentir à eux-mêmes tellement, que ces gens-là intègrent le mensonge. Ah ben, comme leur vérité. De toute façon, ça c'est sûr. C'est un truc impressionnant. Ouais,
c'est leur vérité qui les remplit, hein, parce que sinon, Donc, il n'y a rien. Moi, ce qui fait que maintenant je les démasque très vite, c'est ça, c'est l'incohérence. C'est des gens qui vont en sortir tellement que si tu prends le temps d'observer et d'écouter, les détails ne sont absolument pas cohérents. Après, il y a quand même des finesses dans cette population-là. Il y a quand même des gens qui sont. Moi, j'étais avec un mec qui était quand même très érudit, très cultivé. Je pense qu'il avait lu beaucoup de choses. C'était très compliqué quand même de mettre à jour, jusqu'à ce qu'on arrive à ça, là, de mettre à jour. Je ne peux pas donner le bon de son impression, mais quasiment, hein, parce qu'il était lumineux. Enfin, ça a été fait de façon très insidieuse. S'il m'avait insulté, s'il m'avait tabassé, c'est ce qu'on etc. dit, hein. Moi, c'est ce que je pense que violence conjugale, je m'en vais au secours. J'aurais fait quelque chose, même s'il n'y avait pas lu cette fois. Mais là, c'était très très fin. Et à la fin, cette vérité, sa vérité, c'était être en capacité de me dire, écoute, je vais vivre avec elle. Si ça marche pas, je reviens. Et oui, parce que ces gens-là, en fait, se pensent tellement acquises, bien sûr, que finalement, c'est là où tu te dis, oui, l'émotion de respect et d'estime de base pour quelqu'un, non, ça n'existe pas du tout, en fait, parce que pour eux, c'est même pas de l'acquisition, c'est comme tu disais au début, nous sommes des objets. Ça veut dire, si ça marche pas, je vais revenir vers le main supply, comme on dit, la source narcissique primaire, parce que tu représentais tout ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que quand j'ai enlevé la partie du rêve, c'est-à-dire cet homme incroyable, cet homme magnifique, etc., voilà, quand j'ai arrêté de flatter cet ego et que je l'ai contraint à la réalité qui était, écoute, il faut que tu bosses, parce que bon, bah, les factures, les machins, c'est là où la dégringolade a commencé. Parce qu'en fait, je ne répondais plus à son attente de le nourrir dans son narcissisme. Donc en fait, c'est là. Et comme en plus, exactement, et comme en plus, je ne nourrissais pas son besoin d'être aimé physiquement, etc., ça, c'était très compliqué pour lui. Mais ça ne perd pas non plus le nord. C'est pas parce qu'ils en sont à ce point où on est en train de réaliser les choses. Ces gens-là, ils ont déjà le calcul suivant, c'est-à-dire, ils vont prendre des avis à droite à gauche, des avis d'avocats qui vont lui dire, écoute, vaut mieux que ce soit pas toi qui demande le divorce, vaut mieux que ce soit elle. Donc, après, l'idée, c'était de me pousser à bout avec des idées de fou pour que moi, je demande le divorce. Et c'est moi qui l'ai demandé. C'est-à-dire que quand on te sort à la fin d'aller vivre avec elle, si ça va pas, je reviendrai. Là, ne serait-ce que pour moi, pour le respect de soi, même, tu te dis, oui. Tu dis, écoute, maintenant c'est bon. Mais moi, je vois récemment le cas, t'as beau dire, ok, il y a ça qui va pas, c'était un peu dans les mêmes histoires. Tu les confrontes, et au bout de quelques instants, ils réalisent qu'en fait, tu vas pas revenir. Bloquer, c'est le contact direct, tu vois, moi je réfléchis plus, dès que je vois les premiers trucs, je dis ciao. Je te donne une explication, mais après, c'est terminé. Mais c'est là où tu vois leur vraie personnalité. Moi, il y a très peu de temps, je me suis fait insulter, genre des grosses merdes du tout, et là, je me dis, c'est heureux, c'est ça que c'est, en fait. Moi, j'appuie bien maintenant, tu vois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, toi, tu es obligé, comme réponse émotionnelle, de les provoquer. Moi, je sais que c'est ce qui m'a fait celui d'avant, la séquestration, c'est que, ok, je pars, mais comme on en revenait à ça, la frustration du non. Mais là, vu qu'il n'avait pas cette responsabilité, pourquoi les narcissiques sont très lâches en général? Et comme tu dis, ils donnent toujours, ils pensent. Moi, c'est ce que je disais de mon ex, c'est quelqu'un qui est rusé, mais qui n'est absolument pas intelligent. C'est très rusé. Maintenant, la grande différence, c'est que eux ne peuvent pas supporter à cause de leur propre honte et de leur propre peur de l'abandon que ce soit toi qui les quittes. Moi, la dernière personne, quand je lui ai dit je te quitte, c'est terminé, il m'a dit non. Et là, il a bien vu, tu vois. Mais c'est un peu le même principe, ça veut dire que leur ego est touché. Et ça, pour ces personnes-là, renvoyer en miroir la triste vérité que finalement, tout ce que tu dis être, ce n'est pas du tout, et qu'en plus, c'est tellement bête que tu m'as fourni la vérité par tes omissions. Et quand le masque tombe, c'est là où tu vois aussi leur vraie personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, et puis tu les vois aussi. Alors, évidemment, quand tu es dans un état où tu subis ça, où tu es un peu fond du trou, etc.,
n'analyses pas ça aussi rapidement, etc. Tu analyses ça sur des années, hein, après la réparation, après... Et c'est pour ça que le post-trauma est très difficile. Oui, enfin, moi, je sais que, voilà, on en a déjà parlé, moi j'ai connu la dépression, mais encore aujourd'hui, le post-trauma est difficile, je l'admets, c'est peut-être pour ça aussi que j'en fais des vidéos, mais se reconstruire et encore une fois, prendre notion de l'impact que ça a eu sur ta vie. Aujourd'hui, concrètement, les gencives, c'est dû à ça, le problème immunitaire, c'est dû à ça, et tu penses pas que le radou est aussi insidieux. Under your skin, tu vois, c'est ce qu'on dit en anglais, qui passe sous ta peau, parce que c'est vraiment ça, en fait. Ces gens-là, à long terme, te détruisent ta santé. Donc, c'est un point que je voulais voir avec toi. Est-ce que toi, ta santé, en apathie aussi Alors, je ne sais pas si c'est un lien, effectivement. Alors, déjà, ma santé en apathie, puisque je me suis arrêtée de travailler 6 mois, j'étais plus en capacité d'aider les gens avec un handicap. Donc, j'ai mangé là-dessus. Après, ce que ça a fait chez moi, je crois que ça a transformé des notions moins physiques et plus psychologiques, c'est-à-dire que j'ai quand même gardé une espèce de pauvreté des sentiments qui m'habite toujours. C'est-à-dire que avant, je me liais très facilement et aujourd'hui, je ne peux pas me lier facilement, mais même avec des choses très proches. Par exemple, quand j'ai retrouvé ma famille, ma sœur aînée avait 2 petites filles, des petites filles, et aujourd'hui, je les aime fort, mais j'ai eu du mal à m'accrocher à des nouvelles personnes. Et pourtant, il n'y avait pas de raison. Enfin, je veux dire, c'est 2 enfants. Vraiment, c'est des amours. Mais je me suis rendu compte comment c'est difficile. Mais parce que aussi, il y a des dommages collatéraux à se séparer d'un pervers. Moi, j'étais très en lien avec le papa de ce monsieur, avec qui je faisais du tennis. Il avait eu 3 garçons, j'étais un peu sa fille. On faisait des tournois ensemble l'été. Enfin, je voyais plus mes parents, donc c'était mon père. Hein. C'était le but aussi. Exactement. Puis mes belles-sœurs, mes beaux-frères, je les aimais comme des frères et sœurs parce que je voyais plus personne. Donc j'ai aimé mes neveux très fort et tout d'un coup, on m'a supprimé ça. On m'a supprimé ça en me disant tu n'as plus le droit de les voir. Et eux-mêmes, de leur côté, ils ont reçu des menaces pour pas être en lien avec moi. Alors ça, c'est une tactique qui a été plus que prouvée chez le narcissique. Moi, je sais que à la sortie de garde à vue, j'ai reçu un message de la mère de sa fille en me disant j'ai reçu un appel de machin, en train de me dire que t'es dangereuse, que machin. Elle m'a dit j'y crois pas du tout. Maintenant, je comprends mieux. Et voilà. Donc ça, c'est la technique qu'ils vont vraiment utiliser. Encore le dernier m'a dit je vais te détruire, tu verras dans ton sommeil. Oui, d'accord. Mais c'est une Sylvester Stallone, ton ancien compagnon, parce que la voix, c'est exactement ça. Non, même pas, si seulement. Mais la chose, c'est que en fait, à partir du moment où ils perdent le contrôle, et c'est ce qui fait mal, toi, en tant que victime, lui, il avait cette petite fille, tu t'attaches, par exemple, et là, tout d'un coup, on t'enlève ce lien que tu avais créé. Le dommage collatéral, c'est très difficile. Et comme tu dis, se réintégrer avec sa famille, leur expliquer ce qui s'est passé de l'extérieur, c'est très compliqué. Moi, je vois mes parents, la première fois que je leur ai parlé de la première agression, ma mère m'a dit. Après, je pense qu'il y a une forme de déni aussi. Hein, bien sûr, ça c'est un autre problème. Pourquoi t'es pas parti avant? Pourquoi moi, j'en parlais, tu vois, autour de moi quand même. Mais se réintégrer, c'est difficile. Et moi, j'apprends en ce moment, c'est cette partie-là du post-traumatique que je n'ai plus d'attache. J'avais peur de devenir un petit peu comme ces gens-là, tu vois. Et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a une différence entre être connecté aux gens et être attaché. Moi, je me rends compte que je n'ai plus aucune attache à rien du tout. Ça veut dire que demain, tu prends tes clics et tes claques, j'ai beau passer un très bon moment avec toi, tu décides de partir où je vois que tu ne me respectes pas, je n'ai aucune pitié à couper sec, tu vois. Mais, c'est ce que je disais au pays l'autre soir, j'ai l'impression d'être devenue insensible. Alors, pas à mon métier, tu vois, justement, ça c'est bien sûr, mais c'est ce que la psy m'avait aussi beaucoup expliqué, c'était d'orienter ton énergie du cœur vers ton travail et vers les gens qui le méritent et qui te donnent un échange égal aussi. C'est le problème de la confiance, hein, le fait de ne pas arriver à se réattacher aussi facilement aux gens, attachés par le cœur aux gens et de se donner, de s'ouvrir en paix. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est cassé. De toute façon, on est cassé. On est cassé et on se récupère par morceaux. Il y a des morceaux, c'est trop cassé. On ne peut pas. Alors évidemment, après, dans l'expérience d'après, vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou pas d'ailleurs, vous savez pas pourquoi, ça fonctionne, vous n'avez pas
vous mettez pas vos limites là-dessus. Moi, mes limites sur mon compagnon d'aujourd'hui, c'est d'avoir été très clair en lui disant, moi, le mensonge, ce n'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire, tu as le droit de rencontrer quelqu'un d'autre que moi. Mais moi, je vais être au courant de ça. Ouais. Parce que je veux pouvoir choisir. Je me rappelle Je veux pouvoir choisir de ce que je fais moi en tant que femme, dans le respect que j'ai de moi, des limites, etc. Bien sûr, bien sûr. Donc ça amène des choses quand même. Ça détruit pas que. Ça ne fait pas que détruire. Ça amène aussi des consciences que avant on n'avait pas. La conscience de la limite. On sait que les limites sont très importantes. Je pense que c'est ça, moi, que je retiens le plus, tu vois, dans cette période, c'est de poser ses limites. Oui. Je me dis, non, tu n'es pas dur avec les autres, c'est juste que tu apprends. Oui. Et souvent, quand on est amoureux, on a envie d'être aimé. Et en fait, des fois, on laisse exploser nos limites pour que l'autre soit bien. Parce que ça nous savoir que l'autre est heureux, ça rend heureux. Donc, on peut un peu laisser glisser, aller, mais sur des choses plus saines que d'être trompé, hein, bien sûr. Mais je pense qu'on est des femmes, on est des mères souvent. En tout cas, on a été élevés aussi pour prendre soin d'eux. Oui, on reste des maternelles. Exactement. On a été élevés avec des poupées. Toujours, hein. Moi, j'ai été infirmière, c'est-à-dire que moi, je baignais dans le truc. Forcément, je vais m'occuper de l'autre. Hyper empathique. Déjà, j'étais déjà dans ce truc-là. Donc, forcément, ça module aussi qui vous êtes, voilà, comment vous pouvez réagir, etc. Mais cette période-là, rétroactivement, moi je suis plus dans la même, je pense que je suis pas dans le même mouvement que toi aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que d'abord la thérapie m'a réparée, je pense que ça m'a transformée, ça m'a cassée, j'ai une grande période difficile, il y a des choses sur lesquelles je reste fragile et je pense que je ne serai pas réparable, mais il y a quelque chose en moi qui est plus révélé, plus fort, plus positif. Alors, j'avoue que moi, ça commence que maintenant, ou encore il n'y a pas longtemps, j'ai dit, bah, grâce à la dernière échange, parce que je les repère tout vite. Maintenant, c'est encore pas la même histoire et c'est pour ça que je voulais aborder le côté juridique, parce que moi, c'est pas tant la fin de cette relation qui m'a traumatisée, ni cette relation en elle-même, c'est bien plus la partie garde à vue, tribunal, condamnation pour des choses qui n'étaient pas ce qu'elles étaient en soi. Donc, c'est ça ma question, comment ça s'est passé au moment du divorce? Est-ce qu'il a fait traîner les procédures? Est-ce qu'il a essayé de... Alors oui, bien sûr, il a fait traîner les procédures. Donc c'est moi qui ai installé la procédure. J'ai pas fait un divorce pour faute. Je ne savais pas que cette personne était enceinte. Je savais qu'il y avait quelqu'un, mais il me tannait pour que je demande le divorce. Et puis je ne demandais pas. J'attendais. Je me suis dit c'est à lui de le demander puisque c'est lui qui est avec quelqu'un, etc. Et puis bon, comme son avoué avait dû lui dire il ne faut pas que tu fasses le divorce. Il m'a fait sur vous, c'est pas tellement le divorce. Ce qui fait que quand on a eu la conciliation qui s'est fait quand même assez vite, juste après, il m'a dit, tu vas faire. Donc là, j'ai pris le deuxième machin, vous êtes ici, là, donc dans le panneau, vous êtes ici. D'accord. Ok. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce passage du juge, où quand même il a essayé de traîner très longtemps à la maison, encore 3 mois, récupérer ses affaires, etc. J'ai quand même été entendue par un juge parce que lui, il a violé auprès de et que les juges à l'ouvrir facilement chez un juge. Donc le divorce, c'est quand même fait assez rapidement, même s'il y a des horreurs marquées sur. Bien sûr. Et par rapport à la garde de l'enfant, il n'a pas posé de problème. Du coup, alors il partait, donc il partait sur Lyon puisque c'était là que. Voilà. Alors je dirais pas ça. Je dirais que peut-être que pour lui, ce qu'il est resté quand même, c'était le fait qu'il n'aurait pas la capacité, peut-être, de s'occuper d'un enfant alors qu'il allait travailler, ce coup-ci, parce qu'il était là sur le coup, il était remonté dans une grande ville où il y aurait forcément de le faire travailler. C'était du bluff aussi. Ah ben, c'était peut-être par la suite. C'était peut-être. Alors là, il travaille, hein, donc c'est pas du bluff, mais il partait et puis il savait que je ne lâcherais pas l'affaire. Heureusement. Et que j'avais des choses qui pouvaient faire en sorte que je ferais la gâte. De toute façon,
Enfin, c'était quelqu'un qui s'est occupé de façon un peu éducative de son fils, mais s'il était malade, enfin, il Oui, il n'était pas avait en pas la capacité charge. de, il était pas en capacité de Mais ça, il faire l'a ça. quand même reconnu, parce qu'il y en a qui arrivent Ça, encore à non, relégitimiser tout ça. non, ça, il l'a reconnu, mais par contre, j'ai eu droit à des milliers de mails sur chaque chose. Tu as coupé ma douche à mon fils, alors que je pouvais jouer à tout le monde dans la famille. Ouais. Alors après, avec un site exotique, toutes les idées. Je me rappelle que j'avais fait un livret à mon fils qui adorait les bijoux. J'avais montré que les hommes pouvaient être bien roses, Ouais. j'en pouvais porter des bijoux, etc. Il m'avait envoyé un truc avec qu'il fallait que je clique. Donc toujours des tas de mails explicatifs de comment il fallait que je fasse pour aider mon gamin, etc. Vu de loin, bien sûr. Des sommations au moment du Covid. Je veux qu'il fasse tester notre fils avant qu'il parte. Je veux qu'il porte le masque là-bas pendant qu'il est là 2 jours. Enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai pris euh, la psychologue avait extrêmement bien expliqué comment ne pas faire jouir le pervers narcissique. Donc en fait, je n'ai répondu à rien. Et Oui, puis il c'était faut être très très, froid, très difficile. Donc c'est je très n'ai dur. répondu à rien. J'écrivais des réponses que je jetais, où je mettais chute des fois, ou quand il y avait une obligation de réponse, parce que c'était par rapport à mon fils, je prenais sur le mail énorme, je prenais la partie où je devais, et je mettais OK, par exemple. Voilà. Rien, Faut être très concis, rien, très, je ne signais pas, je ne disais pas bonjour, voilà. parce que alors, c'est justement l'autre partie que je voulais voir avec toi. Généralement, un narcissique, bon, soit il accepte, et là, il était plutôt contraint puisqu'il avait déjà une source d'approvisionnement, etc., et avec des responsabilités. Est-ce qu'il y a une phase de ce qu'on appelle de hoovering? Donc, c'est une phase où ils essayent de te ramener quand même dans la relation. Pas forcément tout de suite, hein, des fois ça prend. Bon, moi, chez moi, ça prend un délai de 2 semaines chez tout. Mais tu vois ce que je veux dire? Où ils essayent quand même de revenir si, par exemple, avec l'autre personne, ça n'avait pas marché. Il te l'a bien dit clairement aussi qu'il reviendrait vers toi. Quoi. Est-ce qu'il y a quand même eu cette phase où... Je pense qu'il y a eu 3 mois où il est resté à la maison alors qu'il vivait des choses ailleurs. Et ça a été 3 mois où j'étais un dragon et je pense que l'ouvering, il a passé la phase de hoovering, il a dit on y va. Il a dû se dire, je vais perdre mes dents, c'est pas la peine. Non, non, rien du tout. Ouais, ouais. Puis moi, là, à ce moment-là, j'étais sûre de toi aussi, fermée. Voilà, oui, tu savais que tu étais blindée. Je crois que la strate de la goutte, là, qui... Ah ouais. Là, c'est tout d'un coup, c'est terminé. C'est-à-dire que j'ai été dans l'émotion, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup parlé avec des personnes sur ça, j'avais l'impression d'avoir une espèce de flamme qui servait à personne. J'étais vraiment dans un état pitoyable. Et tout d'un coup, c'était la fermeture. Et je me rappelle que la psy m'avait dit, combien pour vous, dans cette peine, il y a un pourcentage d'amour et un pourcentage de fierté bafouée. Et je lui avais dit, non, mais c'est 99% d'amour, c'est 1% de fierté. Et elle m'avait dit, vous verrez à la fin de la thérapie. Et en fait, je lui ai dit, non, mais c'était que la fierté de plaquer pour une fille de 4 ans, quand vous en avez 55, et que tout d'un coup... T'as pas eu cette notion de haine? Enfin, moi, tu vois, j'ai cette notion de haine pour la... Et c'est ce que je disais, je reviens à ça. J'ai du mal à faire le deuil de la personne que j'étais avant parce que j'étais trop naïve aussi parce que je ne connaissais pas cette personnalité. Mais j'ai beaucoup de mal, avec beaucoup de bienveillance, d'accepter cette mec qui devient plus exigeante avec les limites envers moi et envers les autres. Mais moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de haine. Je crois que c'est le sentiment qui m'a le plus bouffé physiquement aussi, hein, maintenant. Alors moi, j'ai souhaité sa mort. Il y avait des moments où, par exemple, il y a eu des moments, je me souviens, j'étais sur le balcon, j'écoutais Bachung avec des écouteurs et je fumais mes cigarettes, mes toutes petites cigarettes menthol que j'ai connues avec une à l'époque. J'étais dans une espèce d'état parce que j'étais entre la sidération, la haine, la colère, etc. Mais je pense que la thérapeute, pas la thérapeute du couple, j'étais aussi une thérapie, puis il y avait un psychologue dans le service qui m'aidait beaucoup parce que je me sentais, je me disais, est-ce que c'est moi qui suis folle? Enfin, je me suis beaucoup questionnée sur les mails qu'il envoyait. Je me disais, est-ce que c'est moi qui suis atteinte de folie? Je faisais lire les mails, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui dysfonctionne? Est-ce que c'est moi qui une perversion? Est-ce que la dissonance cognitive? Voilà, donc moi j'étais à fond dedans, mais j'ai été très bien accompagnée et par les gens autour de moi, les professionnels, et puis par les gens, et puis j'ai repris bien avec ma famille, et puis tout cet étayage, ça a été assez formidable.
des amis autour de moi qui ont été là. J'ai des amis qui étaient sur moi, hein, qui m'appelaient, elle m'appelait, elle venait de vivre un truc, elle prenait du temps et pour écouter. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir auprès de moi des gens qui m'ont vraiment, qui m'ont sorti la tête de l'eau. Et à partir du moment où j'ai eu un traitement, où j'ai eu des séances, où j'ai pu parler, etc., je me suis construite et après je me suis dit, ah mais en fait cette fille, C'est exactement ça. Oui, après, comme tu dis, ça vient un certain temps, une fois que tu as intégré ton trauma aussi, que tu as compris pourquoi ça pouvait t'arriver, parce qu'au début, bien tu sûr, te dis, merde, pourquoi moi? Tu vois, moi, ça a été une des grandes questions. bien sûr, Après, quand tu comprends, tu fais tes recherches, parce que ça, c'est un truc que je n'aiguillerai pas, continuer à chercher vos réponses aussi, bien parce sûr, que selon la source que vous êtes orienté, hein, mais continuez à chercher vos réponses. Euh, et à un moment, comme tu dis, il y a un déclic, il y a un truc qui fait que tu dis, déjà d'une, c'est terminé et je suis plus dans la survie. Moi, c'est ça qui m'a, pas de l'harcèlement, d'obsession et tout. bien sûr, C'était bien sûr. vraiment ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans le post-trauma, après le post-séparation. Mais à partir du moment où tu commences à reconnecter avec ce que t'aimes, avec les choses qui te donnaient goût avant, et que tu vois que Dieu, l'univers, ou appelle ça comme tu veux, la vie, te multiplie ça, parce que tu as réussi aussi, après on en reviendra sur ce côté spirituel dans d'autres vidéos, où tu te libères aussi. Donc forcément, il y a des choses meilleures qui arrivent. Tu vois. Bien sûr. Enfin, c'est ça aussi, lâcher ta leçon et comprendre ta deuxième histoire. Ça, je crois que c'est très important à la fin, quand on obtient la réparation qu'on veut. Alors, la réparation, quoi, hein, bien sûr, on sait Oui, bien que la réparation par l'autre, il n'est pas assuré, votre pare-brise, c'est toujours vous qui allez le payer. Donc, quand on obtient sa réparation par son propre travail, par ses propres recherches, par des choses qui nous font dire que bien on se réveille à la vie différemment, qu'il y a plus de couleurs dans la vie, que ben, finalement on trouve qu'on est vachement moins colérique, qu'on a plus de patience, qu'on aime à nouveau bricoler, enfin qu'on ça nous apprend se des bonnes répare. compétences. Exactement. Quand on a cette idée-là, enfin pour ma part, je me suis dit, il n'est plus invité dans le monde. C'est ça. C'est comme toi, tu arrives à... Donc il est plus invité dans le monde. Aujourd'hui, on a encore cette maison en commun. Je pourrais être en colère parce que je vais lui devoir un loyer sur le temps. Alors, il a bouffé mes sous par paquet de 12, mais au fond, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il a pas de son côté. Voilà, soyons honnêtes, est-ce que tu as un retour, toi, actuel des choses, puisque j'imagine que tu es obligé d'être en contact avec, c'est bien différent des situations comme la mienne où il n'y a pas d'enfant, on peut avoir ce non-contact qui est clair et définitif, qui plus est parfois ordonné par la justice. Comment aujourd'hui, toi, ta relation elle est avec lui? Donc, elle est très pragmatique, j'imagine que tu réponds par oui, non. Alors, ça fait depuis que Milo est un texte de sa majorité, tout passe par lui. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que mon fils est en capacité de savoir s'il veut y aller, pas aller chez son père, etc. Donc, en fait, je ne réponds à rien, que de toute façon, il ne paye pas l'école dans laquelle il va, etc. Et que je n'attends rien venant de lui. Mais en fait, je suis pas en lien et je pense que même là, quand mon fils va avoir 18 ans, je vais fermer, j'avais un mail ouvert pour cette personne pour pas que ça soit dans mes autres mails, etc. Je vais fermer ce mail et il n'aura plus les moyens de me contacter. Ok. Donc, ça sera, il aura un lien avec son fils. Moi, j'ai pu avoir des liens avec lui. S'il y a un lien à avoir, ça passera par les avocats, et par le notaire, enfin voilà. Mais moi, cet homme n'existe pas. Et d'ailleurs, quand d'autres personnes s'aventurent à m'en parler, je dis, voilà, je veux pas que quelqu'un me dise, oh ben non, tu sais, j'ai du Après, machin. est-ce que t'as pas ce côté, attention, hein, ego quand même assez mal passé, de te dire, putain, j'espère que ça marche. Tu vois, moi, tous les jours que j'y pense, je me dis quand même. Non, mais je sais que non, ça marche. Ouais, c'est là où Voilà. t'as le moment cool. Ouais. Je sais que c'est pas facile. Alors aujourd'hui, je ne souhaite pas du mal à cet homme parce que c'est quand même
Oui, bien sûr. et que mon fils est fait de la moitié de cet homme, donc il faut aussi que comme des choses positives, des choses belles, hein, il en a sûrement hein, caché. Mais globalement, je dirais, j'ai plus d'intérêt. Ouais, toi en tant que femme, En fait, je n'ai plus envie d'avoir une seconde de ma vie précieuse en dehors où il y aurait un bout de son nom ou quelque chose qui, voilà. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est plutôt ça, mon leitmotiv, c'est plutôt ça. Je sais qu'il y a des échéances pour la maison, je vais devoir y passer. Je sais que c'est matériel. Voilà, je sais que c'est matériel, je sais que j'ai demandé à ma notaire de me représenter. Donc je serai le moins possible en lien, je vais peut-être lire les comptes rendus pour les valider, etc. Mais voilà, et puis si j'ai pas rien de pas la vie. Oui, comme tu dis, Voilà. toi, tu as en dehors de ça comparé à ces gens-là qui sont très attachés à des choses. Exactement. Moi, je suis en dehors de la colère, je suis en dehors de tout ça. C'est vraiment, c'est fini. Ouais, mais c'est un processus. Comme tu dis, on passe par plusieurs étapes, faut en parler, faut en discuter. Exactement. Faut guérir. Faut guérir. C'est jamais linéaire à la guérison. Il faut guérir, il faut chercher. Ouais, voilà, c'est ça, faut pas rester il faut aller voir des gens, il faut lire, il faut aussi valider que peut-être il y a une partie où on est fautif. Oui, oui. Voilà. Il y a une petite partie, voilà, où on a laissé s'installer des choses, mais peut-être que c'est par humanité, générosité, tous les mots en fait, en fait. Et voilà. Mais bon, globalement, je pense que je suis, peut-être parce que j'ai pas subi de violence physique, peut-être que j'ai pas le même traumatisme, j'ai peut-être un traumatisme qui est un peu différent, peut-être aussi parce que je suis dans le monde du handicap, et que pour moi, c'est une personne qui a un handicap, et que sur le coup, j'ai une résilience qui est un peu plus, plus prononcée, je sais pas. En tout cas, moi, je dis toujours à mes patients, aux aidantes que j'aime, là, souvent c'est des femmes, je leur dis, parce qu'il y a beaucoup de maltraitance auprès d'elles, je leur dis, voilà, vous êtes un vase cassé, et en Chine, quand ils cassaient un objet précieux, ils le recollaient avec de l'or, et en fait, ils avaient ce vase qui était plein de cicatrices, mais qui était beau parce qu'il était doré à l'or. Et donc, je leur dis, vous êtes ça. À partir du moment où vous vous réparez avec de l'or. Après, je pense que concrètement, comme tu dis, quand on fait ce travail-là, on a cette capacité à reconnaître notre beauté dans l'horreur de ce qu'on a vécu. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, tu vois, grâce à cette vidéo, qui disent, ah mec, c'est courageux. J'ai eu le choix. Et j'ai réagi. Les armes que j'avais, bien sûr, passé. Maintenant, j'ai plus peur de comment je vais réagir à l'avenir quand je réagis aujourd'hui. Là, c'est la partie intéressante aussi de du métier de Sonia et la façon dont ton expérience, elle a pu aider beaucoup femmes, comme tu disais, des glandes, que ce soit dans le cas des violences familiales, on va dire intrafamiliales, donc juste conjugales, hein, c'est tellement large, les violences, malheureusement. Comment aujourd'hui ton expérience, elle impacte? Alors, forcément, depuis peu, il y a un service d'aide à l'aidant. Donc, moi, je m'occupe avec ma collègue des aidants familiaux. Alors, les aidants familiaux en France, c'est 9 millions de personnes. Ce sont des personnes qui s'occupent, vivent ou sont autour d'une personne en situation de handicap. Chez nous, c'est du handicap psychique, principalement dans l'association dans laquelle je travaille. Donc, en fait, je m'occupe, moi, des personnes qui arrivent souvent très épuisées. Et souvent, c'est des femmes. Parce que souvent, c'est des nids un peu désertés par les hommes, en tout cas. J'ai des couples aussi. J'ai quelques papas, mais globalement, j'ai des femmes, j'ai des conjointes, j'ai des gens qui se sont oubliés, qui sont dans un désert social, parce que ça fait souvent peur, le handicap psychique de leur enfant devenu adulte. Hein. On en parlait justement avec Virginie aussi. Exactement, exemple pour ses enfants. Et je rencontre des gens qui n'ont plus de suivi médicaux, qui n'ont plus d'amis, qui n'ont plus de loisirs, qui n'ont plus d'endroits pour parler, qui sont épuisés, qui ne connaissent pas la pathologie, qui pensent qu'en plus, merci Freud, mais qui pensent qu'en plus tout vient d'elle, donc une culpabilité de fou. Et donc moi je suis là avec ma collègue pour faire réparation de ça, et pour faire émerger l'idée qu'elles existent en tant que personnes, dans leur lien à la personne aidée, mais aussi en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne qui a le droit d'avoir
une citoyenneté, des droits, une bonne santé, etc. On sait que dans ces personnes-là, il y a beaucoup de pathologies et souvent les aidants peuvent mourir avant les aider. Donc, voilà. Donc, c'est souvent le cas. Enfin, moi, je le vois en tant que exactement. D'être aidant. Exactement. Alors, ce que ça m'a apporté, c'est justement dans les premiers entretiens que j'ai faits avec ces mamans, souvent c'est des mamans, des femmes, etc., c'est de prendre soin d'abord d'elles et d'avoir un espace de parole où je fais que de l'écoute, voilà, mais où je propose tout de suite des choses pour elles. Donc, moi, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, donc c'est pouvoir travailler avec elles sur des moments de grande détente, des moments où elles peuvent puiser dans leur inconscient des richesses qu'elles pensent avoir perdues. Il y a beaucoup de travail sur l'estime de soi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et je les emmène aussi dans des tiers-lieux où elles peuvent avoir du monde selon, quand il y a de la maltraitance, c'est une certaine association. Quand c'est des femmes qui veulent se retrouver entre femmes, parce que justement, c'est très difficile pour elles d'être auprès d'hommes, etc. Il y a des lieux qui existent comme ça dans le Var. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre ces femmes, un peu comme un coach, mais un coach un peu plus émotionnel, parce que l'idée, c'est quand même d'aller découvrir ce qu'au fond, la femme me dit. Parce que quand elle vient de me dire, je comprends pas la pathologie de mon fils, il fait des crises, d'accord, on traite cette pathologie, mais vous, comment ça va vous? Est-ce que vous avez eu un suivi médical? Est-ce que vous voyez une gynécologue? Comment ça va avec votre mari? Comment ça s'est passé par exemple? Tu dois découvrir aussi, voilà. Malheureusement, exactement, d'autres choses. Donc, là, des fois, on découvre des maltraitances sur des femmes qui ont à peu près une soixantaine d'années, qui ont deux fois qui sont un peu plus vieilles que moi, et dont la notion de la maltraitance psychologique n'existe pas. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne vous tape pas, pour elles, ce n'est pas une maltraitance. Voilà. Des violences conjugales, tu ne m'as jamais frappé. Enfin, à part les agressions. Et là, quand on dit violence sexuelle, violence psychologique, violence financière, vous avez regardé, j'ai dit, oh mon Dieu. Et le premier réflexe sorti du tribunal, ça a été de regarder un documentaire sur les femmes en très grande. Ben oui, bien sûr. Et là, je te rends compte qu'en fait, tout ce que toi, j'avais notion, moi, qu'il y avait quand même une notion de violence parce que la police était déjà venue et que ça m'était jamais arrivé. Mais c'est aussi parce qu'une fois, mon père a dit à ma mère, elle réagit comme une femme battue. Et là, il y a un truc qui a commencé à bien. Mais c'est pour ça que je pense que le partage d'expérience est important par rapport à la théorie que, voilà, comme on disait au tout début de cette vidéo, parce que des fois, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience qu'un comportement qui paraît extérieur est en fait une forme de manipulation. On n'imagine pas non plus que, voilà, un mari qui te dénigre, un mari qui ne t'aide pas, quelqu'un qui ne t'aide pas même dans le quotidien, c'est aussi une forme de violence. Et quand tu dis de violence psychologique, il y en a qui sont quand même le contrôle coercitif, par exemple. C'est quelque chose que moi, je n'avais pas du tout de notion. Quand on commence à au travail, quand on a commencé à se dépiler dans des magasins, je me dis, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne savais pas mettre de nom là-dessus. Tu vois, aussi, je comprenais l'émotion ou la situation, mais à partir du moment où on m'a parlé de, contrôle coercitif. Quand on peut poser des mots sur les choses, on les comprend que mieux. Ça ne n'est plus une vue de notre esprit, c'est quelque chose qui existe. Ouais. Par exemple, j'ai une dame, je dirais 65 ans, une dame très très fatiguée, et elle a un mari, elle s'occupe de son mari qui a un Parkinson. Son mari a eu un traitement qui a désinhibé ses fonctions sexuelles. En fait, il est agressé sexuellement. Mais pour elle, c'était son mari et il était malade. Donc, elle pouvait que valider ce fonctionnement. Donc, en fait, le travail, ça a été de pouvoir discuter avec elle pour lui dire que, malgré la maladie, il y avait quelque chose qui était inacceptable et que c'était normal de le trouver inacceptable. Oui, puis la notion de consentement, bien sûr, bien sûr. Mais pour elle, il était malade. Le pauvre, il avait donc un espèce d'effet secondaire de sa maladie. Donc elle subissait ça. Et pour elle, c'était pas. Elle était dans le pauvre. Elle était dans c'est la maladie qui fait ça. Donc je subis et je dis rien. Donc tout ça là, c'est des semaines d'entretien avec la personne pour qu'elle accepte de se dire que au fond, ce qu'elle sent, qu'elle ressent, l'horreur qu'elle vit, c'est justifié et qu'il faut que ça s'arrête. Et que si la personne est malade, ce n'est pas une raison
pour être violenté. Mais après, je pense Par que, son en fait, mari. des fois, c'est quand ça vient de l'extérieur, tu vois. Parce que moi, je vois la dernière scène où il m'a fait quelque chose. Pas de clé, la voiture, il m'a juste balancé ça, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Je suis arrivée devant l'OPJ et je lui ai dit, je vais appeler ma mère. Elle m'a dit, mais madame Bernard. Elle m'a dit, là, si vous déposez pas plainte aujourd'hui, dans 10 jours, vous êtes mort. Bien sûr. Et là, il n'y a que là où ça a fait tilt, là où le contexte de la situation, parce que, par exemple, il y a la réponse du lien traumatique. L'emprise, moi, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est la notion d'emprise. Elle est terrible. Donc, quand tu as dit ça, l'emprise, le contrôle coercité, quand le lien traumatique, et au niveau aussi psychologique, on en Bien vient à sûr. ça, hein, Et la chimie, en fait. Et l'épuisant, parce que la fatigue. quand les gens Moi, c'est sont ça. épuisés, C'est ça qui a fait que je ne peux plus. Je pouvais plus me battre, et même le jour où il m'a agressé, je me suis remis dans mon lit. C'est bon, tu vois maintenant. Et je pense que la fatigue. Et quand on n'arrive pas à penser clairement, c'est là aussi où ton intuition n'arrive pas à avoir avec clarté. Ces gens-là sont aussi spirituellement, c'est une idée. On parlera dans d'autres vidéos, mais j'en suis quasiment persuadée aujourd'hui. Aussi, leur négativité de leur esprit. Moi, j'en viens à croire que ces gens-là sont juste des vaisseaux, finalement, des entités basse fréquence. On ne rentre pas dans une vie, enfin, oui, tu vois, c'est un peu le même principe. Je ne sais pas s'ils ont conscience du transfert énergétique qu'ils appliquent sur eux. Parce que moi, tu vois, c'est un truc, j'ai revu des photos de moi, genre, éteint. Et c'est cet état-là où on en arrive à crier une détresse, mais qu'on n'arrive pas forcément à formuler, parce qu'on parlait aussi de la honte, mais il y a la notion de peur. Bien sûr. Hein, moi, c'est ça qui a fait que ne pas oser, c'est la peur. Mais même pas une peur physique, parce que c'est pas forcément des gens. Mais d'avoir instauré ce climat de tension, et on en revient à parler beaucoup de cycles de violence, en tout cas, que ce soit dans les violences psychologiques, où ça va aller beaucoup mieux. Il va y avoir une phase de tension, il va y avoir un moment de pic, et après, il y a une phase de lune de miel. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens aussi sont dans cet enchaînement chimique dans ton cerveau où ça part en cacahuète. On ne peut pas arriver à faire le point, en fait. C'est comme ça bouge tout le temps. C'est pas bien, t'as poussé à nouveau très bien, c'est pas bien. Donc on peut pas arriver à fixer comme l'appareil photo, d'un coup faire la photo et se dire bon ben là c'est affreux, je pars avec cette photo et ben là ça redevient bien et puis voilà. Il y a l'espoir du changement. Moi je sais que c'est ce qui m'a tenu longtemps. C'est que je me suis dit en fait c'est bon, il est presque à changer là. Il dit à la fin, en fait tu t'améliores pour me faire 3 fois plus de merde. Et même si tu as conscience, partir sous emprise. Ça, c'est bien sûr. Et du coup, est-ce que dans cette association, il y a des groupes de parole de femmes? Parce que moi, la psy m'avait conseillé ça, mais elle m'avait aussi dit, pour l'instant, clairement, il faut déjà assumer, intégrer. Donc, si elle passe par là, elle dit coucou, ça doit être bien pendant que je fasse cette vidéo maintenant. Mais est-ce que tu penses, on va repartir sur cette idée de sororité, parce que c'est le but du Social Club. Moi, aujourd'hui, je le sens, et la preuve dans cette conversation, et dans ce lien qu'on a eu en dehors de cette conversation, cet esprit de sororité, c'est la seule chose sur laquelle ce combat pour les femmes, parce que je me dis, t'apportes même ta voix, déjà d'une, ça peut te protéger, dans un moment protégé de parler, ta pierre à l'édifice, tu vois, la dernière fois, le PJ, quand j'ai surpris une autre femme qui est sa mère à la vie, elle m'a dit, je ne veux plus jamais que vous parliez de cette histoire. Moi, j'ai dit, quoi, quitte à retourner au pénal, il n'y a pas de problème. Mais quand vous me dites que vous êtes une perte de temps, ça me fait mal au cœur. Si vous écoutiez les femmes comme moi qui racontent leur histoire, vous auriez peut-être beaucoup moins de femmes qui passent les portes des autres. Et là, va leur faire comprendre ça, tu vois. Mais pourtant, je pense que c'est vraiment le travail d'échange et de communication et de mise en alerte. Voilà, par exemple, un outil qu'ils ont inventé que j'ai trouvé super, le violentomètre. Tu vois, ça, c'est un truc, quand j'ai été face à ça, qu'on était dans le rouge, plus qu'écarlate, limite Bordeaux, c'est là où je me suis dit, oh, c'est aussi grave que ça. Et moi, c'est la notion de danger que j'avais pas. Donc, tu vois, est-ce que ça, c'est quand même
un truc important à dire, d'être le déclencheur, de dire oui, là, vous êtes potentiellement pas en sécurité ou en danger. Est-ce que toi, ça t'arrive de devoir sonner aussi un petit peu vraiment la sonnette d'alarme, à dire là, vous n'êtes pas en sécurité? Alors, déjà, dans les débuts, on fait une échelle d'évaluation. Moi, je fais une échelle d'évaluation pas des risques de la personne, mais tous risques confondus. C'est-à-dire, c'est 30 questions qui regroupent beaucoup de choses et dans lesquelles on peut déjà voir que, par exemple, au niveau physique, au niveau sentiment, il y a des choses. Donc, on peut repérer déjà des trucs, mais si il y a quelqu'un qui est en danger, ça m'est arrivé une fois, moi, je les emmène dans des structures qui sont faites pour ça. Il y a la ville, par exemple, l'association. Oui, j'ai été suivie. Voilà, donc je les emmène. Ou quand des fois c'est des populations qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ce genre d'endroit, ben, je trouve un autre endroit, un tiers-lieu, par exemple, ben, il y a les ailes d'Arcaros, qui accueillent que des femmes, où le psychologue passe tous les jeudis matins, soit en groupe, etc. Donc il a quand même une oreille, il interroge, ça discute entre femmes, les choses sont dites. Des fois c'est en entendant les autres qu'on se dit, la merde, moi aussi peut-être je suis dans cette situation. Mais globalement, il y a des structures, il n'y en a pas assez, hein, bien sûr, il y a des structures et l'idée, c'est quand même de faire lien quand soi-même, on ne peut pas sortir la personne d'une notion de danger. C'est de l'emmener vers le lieu. Voilà, exactement. Et des fois, le danger que nous, on ressent, la personne, elle ne l'a pas. Donc, c'est très difficile de se mettre sur le temps de l'autre. Voilà, parce qu'on sait que ça ne sert à rien d'emmener les gens dans des endroits où eux, ils voient même pas le danger, etc. Donc, ils vont y aller, mais ils vont pas y retourner. Ils ont un rendez-vous, ils iront pas. C'est pour ça que c'est très important, au départ, de pouvoir discuter avec les gens, de dépioter les choses, de les faire réfléchir, de déplier les problématiques en disant, et ça, vous en pensez quoi? Et de faire réfléchir, voilà. Poser des questions, rien orienter, c'est vachement important de rien orienter, de dire, vous avez besoin de quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va déplier cette situation, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez qui est bien? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui a été difficile? Vous auriez fait comment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? Donc, on essaye de dépioter pour que la personne puisse se dire, ben oui, là, effectivement, il y a une problématique. Donc, oui, là, je voudrais travailler sur cette problématique. J'en ai marre, par exemple, que le mec, quand je viens vous voir, il me dit, alors, t'es encore allé faire la pute? Voilà, par exemple, voilà. On connaît bien ça. Donc, ou des femmes épuisées, hein. Moi, j'ai suivi une dame qui a un respirateur, donc elle a une BPCO, elle a un respirateur. Enfin, bon, bah, elle fait le ménage chez elle, son mec dilapide sa fortune en jeu, etc. Donc elle fait des ménages, elle a 67 ans, elle fait toujours des ménages, elle n'en peut plus, bon, c'est de la maltraitance. Elle y est pas. Après, parce que aussi, le moment où tu te rends compte que t'es maltraité, déjà, faut l'accepter, tu vois, parce que c'est progressif. Bien sûr. Moi, voilà, comme tu dis, l'abus sur les jeux, sur plein de trucs, avant que je prenne conscience que, bordel, c'est de la maltraitance, tu vois. Bien sûr. Ça n'a pas fait tilt, parce que c'est caché par d'autres choses. Bien sûr, ils vont t'emmener au restaurant, bien sûr, ils vont te faire plaisir, comme la plage. Oui, c'est pour cacher le reste. Oui, c'est pour cacher la misère. Ah bon. Alors, chez les personnes plus âgées, c'est d'autant plus difficile que souvent, c'est des mariages qui sont là depuis 14 ans avec un accord tacite du fonctionnement du couple, qui fait que là, en plus, si l'autre, en plus, est malade, partir, c'est pas possible. Alors après, il y a un truc que j'aimerais vraiment aussi prévenir au vu du nombre de féminicides déjà de 2025. Je tiens à dire que la plupart des femmes qui ont été assassinées à leurs hommes cette année sont majoritairement des femmes qui sont dans cette tranche d'âge entre, voilà, on va dire 40 et même 60, voire plus. Donc, ce n'est pas un cas isolé, comme tu dis, qu'on parle de maltraitance et que la situation puisse dégénérer jusqu'à un point de non-retour, malheureusement. Donc, moi, c'est ça, tu vois, ces derniers temps que je me suis intéressée à tout ça, de voir que c'est pas la tranche des 40 ou 30, c'est assez rare en tout cas, plus, mais beaucoup, les tranches beaucoup plus avancées dans l'âge. Oui, oui, oui. Et puis, il y a des événements de la vie en plus, par exemple le confinement. Ah oui, oui, ça a accentué les violences. Exploser les violences conjugales, et dans les violences conjugales, dans les deux sens. Hein, parce que des fois, j'ai aussi des conjoints ou des conjointes qui sont maltraitants avec la personne.
dans l'autre sens. Là, sur le coup, la violence, elle est faite à celui qui est déjà avec un handicap. Et là, le travail il est différent. C'est-à-dire, là, il faut faire prendre conscience à la personne que c'est elle qui est dans cette violence Oui, et que c'est grave et qu'il faut passer la main etc. Mais ça a fait émerger beaucoup de dysfonctionnements de couple où le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble, là, ça a fait péter les plombs à des gens qui pouvaient sortir, qui pouvaient s'extraire d'un moment peut-être chaud, aussi, violent, etc. Et ben, on s'est retrouvé dans des cas de catastrophiques. Alors, chez les aidants, c'est pas parce qu'ils ont un job d'aidant auprès de ils ont suivi les mêmes choses que nous. Sauf qu'en plus, ils sont dans une espèce de précarité plus importante. Ouais, puis moi, je le vois bien, par exemple, dans mon métier, on le voit, par exemple, j'ai été travailler chez les parents de Paria, j'ai fait beaucoup de courage. Voilà, mais outre que ça, le comportement, par exemple, de la famille avec l'aidant qui fait partie en général de la famille et quelqu'un, un tiers extérieur, c'est pas du tout le même rapport. On l'a vu, voilà, dans cette situation, par exemple, c'est très compliqué aussi parce qu'il y a le lien familial, il y a le lien aussi médical ou l'aidant. Et c'est difficile de faire la rupture entre les deux, quoi. Alors que je pense que des fois, c'est plus simple de dire, OK, je prends une pause et je fais intervenir peut-être quelqu'un de l'extérieur qui va... Mais ça, si tu veux, on fera une émission là-dessus parce que ça m'intéresse bien aussi de parler de ça. Volontiers. Puisqu'on a lancé cette série un petit peu avec le handicap et la participation de Virginie. Donc ça, ce serait un truc bien à voir. Bon, en tout cas, Soria, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. C'était vraiment super. Merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager au moins pour alerter. C'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Au plus de gens seront sensibilisés aussi à ces personnalités qui peut-être gagnent du terrain. C'est ce que je disais dans ma dernière guidance. Oui. La lumière avance, mais l'ombre aussi. Maintenant, je pense que de plus en plus de gens sont éveillés. C'est grâce au partage et grâce aussi aux expériences qu'on a vécues. Donc, Soria, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et plein de bonnes choses et merci beaucoup. Avec plaisir.